Il est 19h15 sur BFM Radio. Zachary Legros, BFM Radio Soir, répond à vos questions. C'est une situation que l'on n'avait jamais vue sous la Ve République, une dissolution après une élection, en l'occurrence perdue par le parti présidentiel. Une situation inédite et donc forcément difficile d'anticiper la suite. C'est pourtant ce que l'on va faire ce soir. Vous avez été nombreux à nous poser vos questions sur la situation politique que traverse le pays, par mail et sur nos réseaux sociaux. Alors à mes côtés, Yanis Schwitter, journaliste à bfmtv.com. C'est vous Yanis qui allez nous soumettre les questions des internautes. Bonsoir. Bonsoir Zachary. Celles que l'on a déjà reçues et celles que vous continuez à nous soumettre, puisque ce soir, BFM Radio Soir répond à vos questions. Émission spéciale à suivre sur notre site internet, sur l'application, mais aussi sur Twitter, Instagram, YouTube et bien sûr la radio. Des interrogations nombreuses ce soir sur le futur gouvernement de la France. Qui choisira le prochain Premier ministre? Pour nommer qui d'ailleurs? Une quatrième cohabitation se dessine-t-elle? Pour y répondre, j'accueille Fleur Jourdan. Vous êtes avocate et spécialiste en droit public. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous aussi Yvan Valerio, directeur des rédactions ici à BFM et RMC. Bonsoir Yvan. Bonsoir. On commence avec ces élections donc législatives au pluriel, 577 dans chaque circonscription. Et pourtant, il y a un poste qui concentre toutes les attentions, Yanis. Oui, ce poste, c'est celui de Premier ministre. Kevin nous pose une question. Bardella Premier ministre, Attal Premier ministre, c'est ce qu'on voit sur les affiches de campagne de Renaissance ou encore du Rassemblement national. Est-ce qu'on vote pour élire le Premier ministre? Fleur Jourdan. Alors non, on ne vote pas pour élire le Premier ministre, parce qu'on élit des députés qui vont composer l'Assemblée nationale. C'est le président en France qui a le pouvoir de nommer le Premier ministre en vertu de l'article 8 de la Constitution. On y reviendra après sur qui nommera qui, la boule de cristal, on l'attend Fleur Jourdan. Mais donc, vous nous rappelez bien qu'on vote d'abord pour des députés et d'abord pour composer l'Assemblée. Tout à fait. 577 députés donc qui prendront place dans l'hémicycle. Yanis, pour la Oui, suite, pardon. des questions. On a une question de Christophe ensuite qui nous demande est-ce que le RN est un parti d'extrême droite et la France Insoumise un parti d'extrême gauche? Pour y répondre, Yvan. On peut répondre en droit et on peut répondre en politique. En fait, si on se réfère au droit, il y a le Conseil d'État qui a tranché cette question puisqu'il y a eu des recours suite à l'étiquetage de ces partis politiques par le ministère de l'Intérieur, notamment à l'occasion des dernières sénatoriales, où l'étiquette extrême droite a été contestée par le Rassemblement national, prétextant que ça pouvait altérer la sincérité du scrutin. Et dans ces cas-là, le Conseil d'État a tranché. On peut bien accoler l'étiquette extrême droite au Rassemblement national. Et concernant la France Insoumise? Concernant la France Insoumise, c'est un peu le même sujet. Le Conseil d'État a aussi tranché. La France Insoumise n'est pas rangée derrière une étiquette extrême gauche, mais derrière un bloc de gauche, puisque le ministère de l'Intérieur donne pour chaque élection des étiquettes à des partis, ce qui permet d'avoir une lecture politique des élections. La France Insoumise, tout comme le Parti Socialiste, les écologistes et le Parti Communiste Français, est derrière une étiquette gauche, contrairement au NPA ou à Lutte Ouvrière, qui est derrière une étiquette extrême gauche. Le tout formant donc cette tripartition théorisée par le candidat Macron en 2017 avec cette extrême gauche, cette extrême droite et cet ultra-centre que serait donc la majorité présidentielle. Autre question de Nadou, je crois, Yanis. Ouais, Nadou sur Instagram qui nous a écrit pour une question très franchement qu'on n'attendait pas. C'est pour vous, Fleur. Est-ce qu'un président peut revenir sur la dissolution? Est-ce qu'il peut annuler? Alors non, il ne peut pas revenir sur cette décision puisqu'elle a été prise par décret. Le décret a dissous l'Assemblée nationale, donc ça a eu pour effet de mettre un terme au mandat des députés. Et quand bien même il déciderait d'abroger ce décret, ça ne ferait pas pour autant revivre le mandat des parlementaires qui ne peuvent être désignés que par l'élection. Très bien, donc on est donc embarqué dans cette dissolution et donc dans ces élections. Projetons-nous donc au 8 juillet, au lendemain du second tour. De quelle couleur sera l'Assemblée nationale? Ça interroge nos internautes, Yanis. Et oui, Alexandre nous écrit en cas d'égalité au second tour des élections législatives, imaginons même nombre de députés pour le nouveau Front populaire et Rassemblement national, comment est désigné le Premier ministre? Alors, l'intérêt d'avoir 577 députés permet de faire qu'il y a nécessairement une majorité, puisque on ne peut pas avoir une stricte égalité. Ce qui pourrait se dessiner, c'est effectivement qu'on ait des groupes parlementaires qui sont
qui soit assez homogène, même 2 groupes parlementaires assez homogènes ou 3 groupes parlementaires assez homogènes. Et là, effectivement, il faudrait qu'il y ait un accord, soit entre 2 groupes s'il y en a 3, soit un groupe, qui serait, par exemple, le RN, qui aurait à peu près autant de députés que le Front populaire et qui trouverait un accord avec un petit, parti pour devenir Donc vous dites, majoritaire. c'est bien à l'Assemblée que ça va se décider. C'est l'Assemblée qui va définir en fait, effectivement, l'équilibre parce qu'en fait, si c'est le président qui nomme, le Premier ministre, ce Premier ministre et ce gouvernement est responsable devant l'Assemblée. C'est-à-dire que si imaginons qu'Emmanuel Macron ne prenne pas en considération ce qui va se dessiner, ce qui va ressortir et qu'il nomme, puisqu'il a sous pouvoir, un Premier ministre qui n'est pas représentatif de ce qui ressortira de l'élection, alors, eh bien, l'Assemblée nationale pourra renverser ce gouvernement. Donc, d'où l'intérêt qu'il nomme un Premier ministre qui a la confiance du Parlement. Mais si le RN a plus de votes, imaginons plus de députés, mais sans avoir la majorité absolue, Jordan Bardella a affirmé qu'il ne souhaitait pas être Premier ministre. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait se passer, Yvan ? Ben là, pardon, c'est le cas cité par notre invité, c'est-à-dire qu'il faudrait trouver une autre majorité qu'une majorité absolue avec un groupe qui suffirait à une majorité. Et donc là, on peut imaginer une alliance de circonstances entre 2 groupes minoritaires, mais qui formeraient une majorité qui pourrait rassembler plus de 289 députés afin de soutenir le gouvernement. C'est déjà arrivé ça sous la Ve République, des alliances pour former un gouvernement? Bah là, justement, la majorité n'était que relative, la majorité de Renaissance n'était que relative et elle devait, sur chaque texte, aller chercher une majorité. Et effectivement, elle risquait une motion de censure puisqu'elle n'était pas à elle seule majoritaire dans l'Assemblée. Donc oui, c'est déjà arrivé, c'est très, très récemment, mais normalement, les institutions de la Ve République n'étaient pas faites pour ça. Elles étaient C'était plutôt... même censé être l'inverse, je Oui, crois. exactement. C'était plutôt fait pour un bipartisme, mais on n'avait pas anticipé cette possibilité de 3 partis. Et on a une question de Sylvestre, plutôt lui du côté du Front populaire. Il se demande pourquoi le Front populaire n'est pas clair sur la désignation du futur éventuel Premier ministre. Ce qui est amusant, c'est qu'en 2022, à l'occasion des élections législatives, un des arguments de campagne, c'était de dire Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Argument qu'on se garde bien de présenter cette fois, contrairement au Rassemblement national qui avance le ticket Bardella pour Matignon, contrairement au tract dont vous parliez de Renaissance qui avance Attal Premier ministre. Là, on se garde bien parce qu'il y a un rapport de force à voir à gauche, un équilibre qui se jugera après les élections législatives. Est-ce que le Parti socialiste emmènera plus de députés que la France insoumise à l'Assemblée, ou les écologistes, ou le Parti communiste français Bon, principalement le Parti socialiste et la France insoumise, évidemment. Et en fonction de ce rapport de force-là, je pense que sera décidé, acté, peut-être dans l'entre-deux tours, peut-être après le second tour, mais entre les différentes forces politiques de gauche, en cas de victoire d'un potentiel Premier ministre qui puisse mettre tout le monde d'accord. Donc l'Assemblée a encore une fois la main, même en cas d'une couleur politique, pour décider en fait du nom qui pourra en sortir selon telle ou telle tendance. L'Assemblée a la main parce qu'elle a un pouvoir de censure sur le gouvernement. Et donc, à partir de là, sur la base de ce pouvoir-là, oui, on peut pas imaginer Emmanuel Macron nommer un Premier ministre qui n'aura pas le soutien de l'Assemblée, ni même parfois, c'est vrai qu'on peut lire ça sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il est obligé de choisir Bardella si le Rassemblement national est en tête? Alors non, il est factuellement pas obligé de choisir Jordan Bardella comme Premier ministre, mais ça serait s'amuser avec les institutions que de choisir une autre personnalité issue du Rassemblement national. Ça s'est jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Oui, parce qu'il y a le droit et il y a la politique. On l'a vu, Elisabeth Borne avait bien le droit avec elle, la Constitution avec elle, en usant à répétition de ses 49.3, mais finalement, c'est bien sa légitimité politique qui s'est érodée. Oui, c'est une question. En fait, la légitimité, elle vient du vote et notamment du vote de la représentation nationale à l'Assemblée. Et pour avoir un gouvernement, on va dire, en fonction, qui fonctionne, qui est en capacité de faire, par exemple, voter un budget, des projets de loi, etc., il faut avoir l'adhésion de l'Assemblée nationale. Et donc, et si ça n'est pas le cas, l'Assemblée a un pouvoir de censure qui fait qu'on renverserait le gouvernement. Et là, on peut entrer dans une crise de régime si on va vers des motions de censure à répétition, etc. On a une autre question politique qui est beaucoup revenue sur les réseaux sociaux de BFM TV. Est-ce que Emmanuel Macron peut démissionner après ces législatives s'il les perd? Et surtout, est-ce qu'il peut se représenter ensuite à la présidentielle? Fleur Jourdan.
Alors, effectivement, la réponse est assez simple sur est-ce qu'il peut démissionner? Bien sûr qu'il peut démissionner. La question qui est plus embêtante, c'est est-ce qu'il devra démissionner? C'est-à-dire est-ce que si, le parti, présidentiel fait un score, vraiment, très faible, est-ce qu'il ne sera pas finalement, contraint de démissionner? Justement comme on le disait tout à l'heure avec le pouvoir du parlement qui pourrait entraver enfin, par exemple, on a eu, cette crise, constitutionnelle, bon, au début du siècle où en fait le parlement ne faisait que renverser tous les gouvernements qui étaient successivement nommés, quand bien même ils émanaient de la majorité, parlementaire et en fait on n'arrivait plus à nommer de 1er ministre et c'était pour pousser le président à démissionner. Donc, il pourrait peut-être être poussé à démissionner, in fine. Et votre deuxième question, Est-ce qu'il c'était peut se représenter s'il démissionne? alors s'il démissionne, il ne pourra Pour pas, l'instant? se représenter, immédiatement puisque la constitution alors il y a des débats, mais enfin bon, je pense que quand même c'est assez tranché, interdit 2 mandats successifs, donc il ne pourrait pas être, enfin consécutifs plutôt. Il ne pourrait pas être candidat aux prochaines élections, mais, aux élections encore après peut-être, oui. Oui, l'Élysée, enfin Emmanuel Macron rappelait encore pendant ce Conseil des ministres ce matin qu'il n'y avait aucune stratégie dans cette dissolution, stratégie donc que prêtent certains au président de pouvoir démissionner pour se représenter dans la foulée. Vous nous dites pas possible, Fleur Jourdan. On a une question un peu plus insolite sur François Hollande, vous savez, qui se présente en Corrèze sans l'étiquette du nouveau Front Populaire, mais en étant investi par la section locale du Parti Socialiste. S'il est élu, nous demande Laurent sur Instagram, est-ce qu'il peut cumuler son salaire de député avec sa retraite d'ancien président? Alors c'est une bonne question. Je ne sais pas si J'ai pas je- de banquière de François Hollande nous écoute. Alors, on peut répondre quelque chose, c'est que en droit, on peut très bien cumuler une pension de retraite et un salaire. Je veux dire, le contribuable, un citoyen lambda qui n'a pas une pension d'ancien président de la République peut le faire sous certaines conditions, mais on peut le faire. Donc, je ne vois pas pourquoi François Hollande serait empêché de cumuler les deux. Voilà. Oui, mais parce qu'il y a des règles de cumul et d'écrêtement, en tout cas sur les mandats et les indemnisations de mandats, qui ne sont pas vraiment des salaires, donc c'est une réglementation un peu particulière. Mais pourquoi pas. À vérifier, on invitera François Hollande pour y répondre dès lui, juillet, je vous le garantis. Yanis. Une dernière question de Steven qui nous demande, est-ce que le président peut-il instaurer l'état d'urgence après les élections alors qu'il y a les Jeux Olympiques juste après? Ouais, situation particulière pour cette période politique. Un état d'urgence, mais un état d'urgence après l'élection de la nouvelle Assemblée. C'est ça, oui. Oui, qui devra être validé du coup par l'Assemblée. Ah oui. Donc il ne pourra pas le faire tout seul. Et il faudrait que ça réunisse certaines conditions du trouble à l'ordre public ou des conditions de ce type-là. Conditions qui n'ont été réunies ou en tout cas utilisées pour mettre en place l'état d'urgence qu'une seule fois, je crois, sous la Ve République. Vous parlez de Pas l'état l'article d'urgence, 16? je parlais de l'article Ah, 16, pardon. l'article 16, oui, tout à fait. On va donc continuer à avancer dans le temps après donc la nomination d'un potentiel Premier ministre. Gouverner avec qui? Ça devrait se faire assez vite, mais aussi comment gouverner puisqu'il reste 3 ans de mandat pour Emmanuel Macron. Depuis 2017, il avait, on l'a dit, toujours eu la majorité absolue en 2017, relative en 2022. Mais comment faire voter des lois gouvernées, réformées dans la situation qui va advenir, Yanis? Oui, Gabriel nous pose la question, si aucune majorité ne se dégage lors du second tour, quelles sont les possibilités de déblocage du système parlementaire? On le disait tout à l'heure, déjà la majorité, elle est peut-être à trouver via des coalitions qui sont peu habituelles en France. Il y a d'autres pays, on cite souvent l'Allemagne, qui est habituée à des coalitions plus atypiques entre des forces politiques qui sont pas toujours en accord les unes avec les autres. Donc ça, on peut aussi imaginer ça, qu'une partie de la gauche puisse s'allier à une partie de Renaissance et à une partie de LR. Aujourd'hui, ça paraît peu probable, mais l'histoire récente nous a réservé quelques surprises, donc pourquoi pas avoir d'autres surprises dans les semaines qui viennent. Après, s'il n'y a pas de majorité qui se dégage, effectivement, on peut être dans une situation de blocage. Malgré tout, l'Assemblée va se réunir, va commencer à étudier des premiers textes et la majorité peut aussi se dessiner au fil de certains textes, quoi. Donc une situation, on moque souvent nos voisins belges de ces situations bloquées. Ça nous pend au nez, Fleur Jourdan? Oui, absolument. Il va falloir trouver, s'il n'y a aucune majorité absolue qui se dégage, il faudra de toute manière trouver des coalitions, des nouvelles coalitions qui n'auront pas été énoncées telles quelles dans le cadre du vote de ces législatives. Et donc, qui risquent forcément de se heurter à des difficultés dans l'exécution. Et s'il n'y a pas de majorité
majorité absolue, il risque quand même d'y avoir pas mal d'instabilité dans les années à venir, oui. Cette instabilité, justement, est-ce qu'elle pourrait se retrouver au niveau du budget? C'est Alexandre qui nous pose la question. Sans majorité claire à l'Assemblée nationale, risque-t-on un blocage sur le vote du budget, comme c'est le cas parfois aux États-Unis avec leur shutdown? Fleur Jourdan, vous faites les gros yeux. Oui, oui, absolument. Il faudra trouver une majorité pour voter le budget, effectivement, et ça va forcément pas être évident et ça va être forcément un des premiers enjeux de cette nouvelle législature. On n'a pas exactement le même système qu'aux États-Unis, et il y a une possibilité de reconduction en fait du budget en France. Oui, parce que Yvan, c'est, un texte important, le budget. C'est sur ce texte que se dessine l'appartenance ou non à la majorité et donc l'inscription, dans la minorité. Ça sera le premier chantier clé de la nouvelle assemblée. En fait, le budget va arriver dès la rentrée, dès septembre-octobre, et c'est là que se définit la majorité. On n'imagine pas un groupe majoritaire avec des frondeurs d'une certaine manière sur la question budgétaire. C'est là que se dessine vraiment une majorité politique, et on ne pourra pas enjamber ce texte-là. Enfin, techniquement, on pourrait, mais ça serait un peu invraisemblable. Donc c'est vrai que le premier rendez-vous clé de cette nouvelle assemblée, ce sera au mois de septembre avec le premier texte budgétaire. Et là, une majorité, même atypique, même inhabituelle en France, devra être trouvée. Et en cas de cohabitation, c'est Mathilde qui nous pose la question. Quels sont les pouvoirs du président de la République? Qu'est-ce qu'il peut faire? Hem, alors il y a, certains pouvoirs qui relèvent de la Constitution et certains, pouvoirs qui relèvent, plus, de la tradition. Globalement, ce sont, toutes les affaires réservées, les affaires, de politique, extérieure. Il peut, dissoudre, enfin dans un an. Il peut prendre, il y a certains actes qu'il signe tout seul. Et puis, mais, en règle générale depuis les différentes cohabitations pardon, c'est le Premier ministre qui, vraiment fixe la ligne, du gouvernement, et donc fixe les grandes orientations. Allez, Ce qui serait, ce qui serait original là, dans une situation de cohabitation, c'est que jusqu'à présent, toutes les cohabitations ont vu un président et un gouvernement être sur une même ligne à peu près sur les questions internationales et de valeurs. C'est ce qui s'est passé en 97 et précédemment. Là, en cas de cohabitation entre un Jordan Bardella, Premier ministre, ou un Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, et Emmanuel Macron, on a quand même des dissensions très importantes sur les questions internationales, notamment sur le rapport à la Russie, mais aussi sur certaines valeurs, notamment avec le Rassemblement national. Et en cela, la situation serait inédite puisqu'il y aurait une cohabitation avec vraiment certaines questions qui seraient des différences très importantes entre voilà, le chef de l'État et le chef de gouvernement. Et ça serait nouveau. et j'insiste Yvan sur cette question de l'international, puisqu'on parle de domaine réservé, c'est-à-dire que Mmh. l'international, la défense, c'est le président de la République, mais ce domaine réservé, il n'est pas dans la Constitution, Fleur Jourdan. Mmh. C'est l'esprit C'est pour qu'on ça en que je a parlais déduit. de coutume, effectivement, et puis, aussi, une volonté, je pense, de ne pas perdre face vis-à-vis, de l'affichage à l'international. C'est-à-dire qu'on peut avoir des dissensions en France, mais, l'idée, c'est quand même d'afficher, une homogénéité dans le discours, vis-à-vis de nos interlocuteurs étrangers. Mais effectivement, ça n'est pas protégé par la Constitution. Et donc, qui pourrait trancher? Est-ce qu'on peut imaginer l'Assemblée s'immiscer dans les questions internationales, ou alors, quoi qu'il en soit, c'est des questions qui doivent être réglées entre Matignon et l'Élysée? Ça serait un changement de philosophie dans la pratique Ouais. du pouvoir tel qu'imaginé par De Gaulle au début de la Ve République. Mais au bout du bout, oui, je pense que l'Assemblée serait souveraine sur ces questions-là, puisque là, il s'agit de tradition, même si il y a certaines questions, notamment les questions militaires, sur lesquelles, effectivement, Emmanuel Macron est chef des armées, mais en fait, il dépend du pouvoir législatif pour tout un tas de choses. On avance vers une situation inédite, effectivement, qui redonnerait d'une certaine manière du pouvoir à l'Assemblée. Et justement sur la cohabitation, on a Mickaël qui nous pose une question. Comment réformer les lois sur l'immigration? Il prend l'exemple en fait du programme du Rassemblement national et notamment le droit du sol sans passer par un référendum que refusera de valider le président de la République. C'est le président de la République qui peut valider ou pas un référendum? Oui, par exemple, ça fait partie de ses pouvoirs, propres, effectivement. Mais il n'y a pas beaucoup de réformes, législatives, c'est sûr, qui ne peuvent pas, enfin, qui sont obligatoires de passer par référendum. Même une réforme constitutionnelle, elle peut passer, mais alors là, c'est, avec un vote, du parlement, Assemblée nationale plus Sénat, il faut une majorité qui est quand même assez large pour faire passer une réforme constitutionnelle sans référendum. Et quand on voit la majorité actuelle au Sénat, on imagine mal le Rassemblement national trouver d'une manière ou d'une autre une majorité Mmh. avec l'ensemble du Congrès rassemblé.
Sur le reste des textes, c'est peut-être un moment de s'arrêter sur le Sénat. On parle énormément de l'Assemblée nationale. Le Sénat, lui, on en connaît la couleur politique, c'est une couleur, de droite avec une coalition de centre droit, mais le système est fait de telle sorte que l'Assemblée peut outrepasser le Sénat sur la plupart des lois? Sur, la plupart des lois, effectivement, elle peut avoir le dernier mot. Il y a eu un rééquilibrage quand même au profit du Sénat, ces dernières années avec un vote en première lecture et cetera. Mais globalement, c'est quand même, l'Assemblée nationale qui a le dernier mot sur certains textes. On a une question qui nous arrive sur Instagram en direct de Nina. Est-ce qu'une cohabitation elle est envisageable s'il y a une majorité relative mais pas absolue? Si le RN ou le Front populaire n'a pas 289 députés, est-ce que c'est possible de faire une cohabitation? Oui, absolument. C'est l'hypothèse où, je sais pas moi, il y aurait, un accord entre le RN et LFI, totalement improbable. Mais si eux, à eux 2, enfin dépassent, la majorité absolue, c'est eux qui définiront, qui est le premier ministre. Enfin, en tout cas qui Oui. donneront en fait, au président de la République, une indication sur le premier ministre. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont gouverner ensemble, mais à l'Assemblée, en revanche, ce gouvernement peut bénéficier des votes de groupes d'origine très différente. On a d'autres questions sur cette crise qui pourrait arriver s'il n'y a pas de majorité pour la majorité sortante. Sarah, notamment, qui nous envoie un mail et qui nous demande: Emmanuel Macron peut-il proposer une nouvelle constitution pour sortir de la crise? Ça fait partie des scénarios qu'on envisage assez peu jusqu'à présent, mais ça nous renverrait à la situation de 1958 quelque part, en cas de blocage absolu, institutionnel, etc. Franchement, c'est pas du tout le scénario privilégié jusqu'à présent, mais si on joue à faire un peu de la politique fiction, on peut imaginer, techniquement, je pense que c'est possible et notre invité confirmera peut-être, mais que soit proposée une nouvelle constitution, donc un nouveau texte avec des nouvelles institutions et qui nous emmène dans un univers qu'on connaît pas aujourd'hui, mais qui serait adopté par référendum. Et dans ce cas-là, Emmanuel Macron a parfaitement le droit de convoquer un référendum qui serait constitutionnel, en fait, et de proposer une nouvelle constitution. Oui, absolument. Alors ça serait pas fait en 2 temps, 3 mouvements, hein, parce qu'il faut un petit peu de temps pour rédiger une constitution. Mais la constitution, bah, c'est la règle fondamentale que le peuple français, a choisie. Il pourrait très bien en choisir un autre. Donc il n'y a pas de règle, en fait, pour réformer la constitution. Il faut qu'il y ait une majorité de Français qui soient d'accord avec ça et qui adoptent la nouvelle constitution. Mais donc ça s'organiserait. Ça serait un geste absolument gaullien de la part d'Emmanuel Macron pour marquer l'histoire politique française. Bah, déjà, il faudrait qu'il la rédige, qu'il la soumette au vote, voilà, et qu'il gagne, ce vote. On va terminer avec la question d'Ephraïm qui nous demande: cette crise politique pourrait-elle pousser le président à déclencher l'article 16 de la Constitution? On va voir avec vous, Fleur Jourdan, quel est cet article 16 et en tout cas, qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher? Alors je pense pas que les conditions de l'article 16, soient là, réunies. Il faut que, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux soient menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels soit interrompu. Et c'est dans ce cas-là seulement que, le président peut, enfin, en gros, s'arroger les pleins pouvoirs et déclencher cet article 16. Donc ça a été fait, comme vous l'avez rappelé, une fois et même là, Piètrement, en m'en mêlant les pinceaux, mais donc c'est bien de ces pleins pouvoirs dont on parle. Exactement, et même là, certains constitutionnalistes contestaient le fait que les conditions aient été vraiment réunies. Là, on est vraiment dans une situation de crise extrêmement grave, avec un péril qui viendrait de l'extérieur. Voilà, c'est pas pour ça que cet article 16 a été pensé, non. On peut pas imaginer qu'un dysfonctionnement, un ralentissement de nos institutions et de l'Assemblée constitue une menace grave de nature à mettre en péril notre État et donc à déclencher l'article 16. D'autant plus que ce serait le résultat d'un vote et donc de l'expression de la légitimité populaire et du vote. Donc c'est pas un dysfonctionnement. Eh bien justement, on votera le 30 juin et le 7 juillet. Merci à vous deux d'avoir éclairé nos lanternes. Je vous remercie Fleur Jourdan, avocate, d'avoir répondu aux questions des auditeurs et des internautes de BFM Radio. Merci Yvan Valerio. Et merci Yanis d'avoir fait remonter ainsi toutes ces questions et d'avoir permis toutes ces réponses autour de la situation politique du pays. 19h39 sur BFM Radio.